Ouais, donc, je disais. Chut, on se tait. La dernière fois, on avait commencé à lire le chapitre 2 de Propaganda de Bernays, dans lequel Bernays expliquait quels étaient les ressorts psychologiques qui permettaient de manipuler une foule. En réalité, il y en a deux. Premièrement, et on l'avait vu dans le détail, il suffit d'identifier au sein d'une société quels sont les individus, quelles sont les corporations qui sont susceptibles d'exercer une influence sur un groupe plus large pour ensuite s'assurer du consentement, de la consommation de ce groupe. Typiquement, il faut se demander qui peut influencer je ne sais pas moi, les 18-25, les boomeuses qui font de la marche nordique dans Paris, les types ou plutôt les typesses qui écoutent du Weshden. Et ensuite, en fait, on déploie une campagne de publicité qui cible ce groupe. Il y a trop de bruit. Ça fait 2 fois que je le dis. La troisième fois, il y a des conséquences. Donc, la question qu'il faut se poser dans ce cadre, c'est celle que se pose tout département de marketing. À qui veut-on vendre ce produit et comment faire pour l'acheter? Et pour cela, il faut identifier les acteurs qui, au sein d'une communauté, sont susceptibles d'influencer une décision. Cette décision d'achat ou de vote éventuellement. Et l'autre l'autre tactique qui nous intéresse ici beaucoup, c'est la manipulation qui passe par les clichés véhiculés par les mots. Et ça, on ne l'avait pas encore abordé. On n'avait pas encore abordé cette question. Je lis le paragraphe central de la page 2 du corpus. Quand la foule ne peut pas calquer sa conduite sur celle d'un leader et doit se déterminer seule, elle procède au moyen de clichés, de slogans ou d'images symbolisant tout un ensemble d'idées ou d'expériences. Il y a quelques années, il suffisait d'accoler au nom d'un candidat politique les mots intérêt financier pour qu'instinctivement des millions de gens lui refusent leur vote. Tant ce qu'évoquait cette expression était associé à la corruption. Plus près de nous, le mot bolchevique a rendu un service du même ordre à ceux qui voulaient effrayer le grand public pour le détourner d'une ligne d'action. Aujourd'hui, évidemment, on peut penser à d'autres termes. Donc, ce que nous dit ici Bernays, c'est que la foule a tendance à penser non pas, et ça c'est vieux comme Platon, ce que dit Bernays, la foule a tendance à penser non pas par jugement, mais par image. La foule ne juge pas, elle s'imagine. Et c'est la raison pour laquelle il faut recourir à des mots-images qui sont des clichés. Le cliché, c'est évidemment un terme qui vient de la photographie. Un cliché, c'est donc un mot qui véhicule une image qui va s'imprimer dans la conscience collective d'un groupe. Et ici, c'est peut-être une vieille méthode de manipulation qui consiste à répéter un terme jusqu'à ce qu'on l'associe automatiquement à une image. Est-ce qu'on vous a déjà parlé d'une expérience menée par un médecin russe à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui s'appelait Pavlov? Pavlov, ça vous dit quelque chose?
Exactement, Ivan Pavlov. Euh, En quoi consistait le, l'expérience de Pavlov? Pavlov, en fait, associait un son, le son d'une cloche, je crois, à, au fait de nourrir son chien. Et il faisait ça systématiquement. Si bien que le chien, au bout d'un moment, dès que la cloche sonnait, savait qu'il allait être nourri. Et il se mettait à saliver. Et Pavlov, à un moment, a arrêté de le nourrir et continuait à sonner la cloche sans nourrir son chien, pauvre bête. Et le chien, au bout d'un moment, s'est mis à saliver tout seul. Il pensait qu'il allait être nourri, simplement parce qu'il entendait le son d'une cloche. Il y a aussi des expériences sur les rats qui ont à peu près mené au même résultat. Autrement dit, ce que montrait Pavlov, c'est que même les animaux, on va dire les moins sophistiqués, sont capables d'avoir des associations d'idées ou des associations de stimulus à idées. Son de cloche, nourriture. Eh bien, une foule n'est pas un animal très sophistiqué non plus. C'est-à-dire qu'on va agiter des signaux et la foule va réagir instinctivement. Et ça va finir par façonner, le mot va finir par façonner sa représentation du monde. Là, on est dans du Bergson. Il suffit de coller sur les choses certaines étiquettes, pour reprendre le texte, du rire, pour déclencher mécaniquement certaines réactions. Je vais prendre un exemple qui est assez significatif. Au XIXe siècle, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, et dans la première moitié du XXe siècle, on appelait les pauvres les exploités. C'était un terme qui était dans le langage courant. La pauvreté était désignée sur le mode de l'exploitation. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on parle des catégories sociales les plus pauvres? Ouais, alors on parle des classes populaires, mais c'est pas vraiment ça, on parle des milieux défavorisés. Très bien. Et en fait, c'est la même réalité, mais c'est pas tout à fait la même représentation de la réalité. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un exploité? Un exploité, c'est quelqu'un qui est pauvre parce qu'il est soumis à un mécanisme de domination. Le pauvre est pauvre parce qu'on le vole, en fait. Et parce que le patron le vole. Ça, c'est, on va dire, l'apport du marxisme culturel, en tout cas du vocabulaire marxiste, dans la pensée occidentale. Le pauvre est exploité. Maintenant, il n'y a plus d'exploités, il y a des défavorisés. Qu'est-ce que c'est qu'un défavorisé par rapport à un exploité? Un défavorisé, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Il est pauvre, mais bon, on ne sait pas trop pourquoi. C'est pas à cause du système, en tout cas. C'est pas à cause du système économique. Il est défavorisé. Oui, la différence entre l'exploité et le défavorisé, c'est que l'exploité est exploité par quelqu'un, et donc derrière le mot exploité, il y a la dénonciation d'un système économique. Alors que lorsqu'on est défavorisé, on n'a pas eu de chance. Et c'est la vie, en gros.
ce n'est de la faute de personne si quelqu'un est défavorisé. Et ça, on peut dire que c'est l'apport du néolibéralisme dans le vocabulaire courant, quoi, dans le vocabulaire journalistique ou sociologique. Le néolibéralisme, c'est celui qui pense que tout le monde a sa chance. Enfin, le néolibéral, c'est celui qui, effectivement, qui pense que tout le monde a sa chance et que le système est fair, que le système est équitable. Alors, Bernays dit qu'en fait, il est très simple d'associer un mot à une représentation, il suffit de le matraquer. J'ai énormément d'exemples, si vous voulez. Alors, on va dire que aux États-Unis, la culture politique est beaucoup plus droitière que dans le reste de l'Occident. Très clairement, les États-Unis sont un pays qui est beaucoup plus conservateur depuis longtemps que le reste des pays occidentaux. Et ici, en fait, quand Bernays parle de bolchevique, il désigne le fait que le sentiment anti-soviétique va être extrêmement fort aux États-Unis, à tel point en fait que ça va donner à différentes campagnes de répression des années 20 aux années 60 en fait. Donc quand on vous traite de bolchevique, c'est un petit peu comme lorsqu'on vous traite de fasciste en Europe occidentale. C'est un stigmate dont vous avez énormément de mal à vous dépatouiller, à vous débarrasser. Autre exemple que je trouve très amusant, les Américains ne payent pas de droits de succession. Ils ne payent pas de droits de succession grâce au Parti républicain de Ronald Reagan. Ils paient une death tax, un impôt sur la mort. Un impôt sur la mort. Autrement dit, alors que dans le vocabulaire courant, on paie des impôts de succession, on hérite quelque chose de ses parents, et on va payer des droits sur cet héritage à l'État. Les républicains ont inventé le mot death tax, c'est-à-dire impôt sur la mort, et très clairement, ils ont converti une partie de l'opinion publique américaine à l'idée qu'il était injuste de payer un impôt sur la mort, donc de payer des droits de succession. Donc, c'est une certaine conception du rêve américain, si vous voulez, où tout le monde a sa chance, mais vous avez un peu plus votre chance si vous héritez de millions et de millions de dollars à la mort de vos parents, et que vous n'avez en plus aucun impôt à payer là-dessus, aucune redistribution. Donc voilà, associer un mot à une idée, à une représentation, pour tordre notre représentation du monde. Donc Bernays va en donner un petit exemple qui est assez intéressant. Les propagandistes réussissent parfois à faire bousculer tout un magma d'émotions collectives en jouant sur un vieux cliché, j'ai oublié le C, ou en forgeant un nouveau. En Grande-Bretagne, les hôpitaux d'évacuation militaire furent la cible de très nombreuses critiques pendant la guerre, à cause des traitements sommaires qui étaient dispensés aux blessés. Donc, les hôpitaux d'évacuation militaire, en gros, c'est là où on se faisait couper la jambe et où on crevait parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque. Et donc c'était extrêmement brutal comme expérience. Aux yeux de l'opinion, les patients d'un hôpital avaient droit à des soins prolongés et consciencieux.
Le mécontentement public céda quand, au lieu d'hôpitaux, on se mit à parler de postes d'évacuation. Personne n'attendait d'une institution ainsi baptisée qu'elle dispense plus que des traitements d'urgence. Le terme hôpital avait un sens convenu, indissociablement associé à un certain cliché. Jamais l'opinion ne se serait laissée persuader qu'il convenait de distinguer entre tel et tel type d'établissement hospitalier, qu'il fallait séparer l'expression de l'image qu'elle évoquait. En revanche, l'invention d'un nouveau terme a automatiquement conditionné l'émotion publique en faveur des dits postes d'évacuation. Donc, en travaillant sur la manière de nommer les choses, on prépare l'opinion au refus ou au consentement. Oui, oui. En travaillant sur la dénomination des choses, on conditionne le consentement du public. Et on l'infléchit dans un certain sens. C'est ce que j'avais expliqué à propos de, des défavorisés et des exploités. Ou plutôt des exploités et des défavorisés. Mais en fait, les deux méthodes se rejoignent. Alors, mais c'est peut-être ça tout simplement. Suis-je bête? Non, ça serait quand même pas ça. Si, c'est ça. Ah, LOL. Alors, bon, c'est pas grave, on continue le cours. Mais en fait, les deux se rejoignent, les deux méthodes se rejoignent. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'Antoine? Mais non, pas Antoine, Antonio. Antonio Gramsci. Antonio Gramsci. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est? Pas du tout. Jamais personne. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de guerre idéologique ou de combat culturel? Ok. Alors, Antonio Gramsci, c'est un marxiste italien qui va théoriser l'idée de combat culturel. Et d'hégémonie culturelle. Oui. Ah bah oui, pas n'importe quel régime, le régime de Benito Mussolini, donc le régime fasciste. Gramsci va théoriser, bah justement en fait, face à la montée du fascisme, Gramsci va théoriser ce qui est en train d'arriver à l'Italie dans les années 1919-1920 et proposer en fait une conception polémique, c'est-à-dire d'affrontement avec le fascisme. Que constate Gramsci? Gramsci constate que l'organisation fasciste va prendre possession petit à petit des services publics, et en particulier des réseaux d'information, mais pas seulement, du réseau éducatif aussi. Donc, le parti fasciste italien va former ces cadres et ensuite les disséminer dans le ministère de l'instruction publique, qui va s'appeler ensuite ministère de l'éducation nationale, mais ça c'est une autre histoire,
les hôpitaux, la radio, les journaux, etc., etc. Pourquoi? Parce que ce sont les faiseurs d'opinion. Vous avez un professeur qui fait, un instituteur même. Généralement, les esprits, il faut les prendre jeunes pour les façonner. Ça, les nazis comprendront exactement la même chose. Vous avez un professeur qui va faire de la propagande au lieu de faire cours, par exemple. Eh bien, ça va informer l'opinion de l'adulte que vous allez devenir. C'est certain, si vous voulez. Si on place à des postes stratégiques à la radio et dans les journaux, imaginez ensuite à la télévision, des propagandistes, alors ce qui apparaît comme une information absolument neutre va en réalité être informé par un biais idéologique. Et c'est ce que Gramsci appelle précisément l'idéologie. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie pour Gramsci? C'est une pensée qui ne se sait pas. Autrement dit, l'idéologie, c'est une vision politique de la réalité, globalement de la réalité sociale. Donc, voilà, hein, le rôle du patronat, le rôle des juifs, le rôle des femmes, qu'est-ce que c'est qu'un homosexuel, etc., etc. Et en fait, l'idéologue, ou plutôt la personne idéologisée, croit rapporter des faits, alors qu'en fait, il déploie une pensée, une interprétation de ces faits. Donc en fait, ce qui caractérise l'idéologie, lorsqu'elle a réussi, c'est son caractère inconscient. Et l'idéologue a réussi lorsque le public parle avec ses mots sans se rendre compte qu'il pense aussi avec ses mots. C'est ce que disait le camarade Lénine, n'est-ce pas? Faites-leur avaler le mot, vous leur ferez avaler la chose. Faites-leur avaler le mot, vous leur ferez avaler la chose. Autrement dit, parlez comme un marxiste, vous penserez marxiste. Parlez comme un fasciste, vous penserez fasciste. Et donc, l'idée de Gramsci, c'est précisément que la lutte des classes, telle que Marx l'envisageait, ça je vous en parlerai l'année prochaine si je vous ai en cours de philo, la lutte des classes qui oppose le prolétariat au patronat ne suffit pas à expliquer l'histoire. Autrement dit, ce n'est pas le rapport de force entre le prolétariat, les pauvres qui sont exploités, et le patronat, le capitaliste, qui permet d'expliquer le sens de l'histoire, en tout cas qui est une explication suffisante au mouvement de l'histoire. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une lutte pour l'hégémonie culturelle. Qu'est-ce que c'est que l'hégémonie culturelle? C'est la domination idéologique sur la société. Et pour ça, il ne faut pas forcément être majoritaire. Il suffit d'avoir les médias. Il suffit d'avoir les écoles. Il suffit d'avoir les universités. Ouais. L'hégémonie culturelle, c'est la position de domination totale sur la manière dont la société va se représenter elle-même.
Donc c'est la position idéologique dominante d'une société. Et le rôle, en fait, de tout, euh, politique, c'est de parvenir à ce que son camp c'est de parvenir à ce que son camp atteigne l'hégémonie culturelle. Autrement dit, lorsque vous êtes parvenu à faire que vos idées soient la norme et les idées des autres soient la marge, l'extrémisme, l'exception, alors vous avez réussi. Vous êtes en position d'hégémonie culturelle. Donc en gros, le but du jeu, si vous êtes dans la minorité, c'est de transformer un stigmate, une insulte par exemple, en, signe de distinction, en marque d'honneur. Typiquement, on va dire le camp libéral n'aime pas trop qu'on l'appelle libéral. Il veut qu'on l'appelle progressiste. Voilà. Le camp, on va dire, réactionnaire n'aime pas trop qu'on l'appelle réactionnaire. Il veut qu'on l'appelle conservateur. Et le camp, je ne sais pas moi, post-marxiste, alors effectivement, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui politiquement? Pas grand-chose. Veut pas qu'on l'appelle bolchevique, évidemment. Je pense que Jean-Luc Mélenchon serait très fâché si on le traitait de bolchevique. Ça n'aurait pas grand sens d'ailleurs. Il veut qu'on l'appelle humaniste, etc., républicain, etc., etc. Donc en fait, la politique, c'est quand même essentiellement une bataille autour des mots et des images qu'on associe aux mots. Mais ça ne vient pas de nulle part. Et ça, c'est ce que Bernays n'a pas totalement formulé, mais pour le coup, Gramsci le formule très très bien. Pour pouvoir mener cette bataille autour des mots, il faut être en position de la mener. Et donc, ça vous explique que, à partir des années 30, effectivement, la formation politique va consister pour les militants à aller dans le journalisme, à aller dans les métiers de l'enseignement, etc., etc. Là où on peut avoir de l'influence sur les esprits. Aujourd'hui, c'est YouTube. TikTok, enfin je sais pas, TikTok, je suis pas certain que ça soit hyper politisé. C'est assez politisé TikTok? Ok, d'accord. Alors, c'est parce que je suis déjà un petit peu un pré-boomer. Mais c'est sûr, quoi. Il me semble que le premier à avoir mis en place. Avant, il y avait des blogs, si vous voulez. Bon. Mais le premier à avoir mis en place sa chaîne YouTube et avoir mis énormément de contenu, c'est Mélenchon. Je crois que c'est le premier. C'est les années 2011-2012. Avant, si vous voulez. Et en fait, il n'y a pas grand monde, peut-être à part Zemmour, je crois, qui fait ça. C'est-à-dire qu'il s'est emparé des réseaux sociaux et en particulier des plateformes de vidéos en ligne pour faire salon, en fait, pour faire passer une idéologie. Et les précurseurs de ça, alors moi j'ai connu ça parce que je suis pas si vieux que j'en ai l'air, mais vous savez, c'est les types comme Usul, Papacito, ce genre de créatures-là, de youtubeurs comme ça. Des machins totalement postmodernes, si vous voulez, qui n'ont rien à voir avec les hommes politiques classiques, mais qui sont en fait les arrière-petits-enfants d'Antonio Gramsci. C'est des types qui ont compris effectivement le problème de l'hégémonie culturelle. Ils ont peut-être compris aussi que les médias classiques sont assez verrouillés et qui vont essayer de faire sauter ces verrous en passant par les réseaux sociaux. Alors,
Euh, on va passer à la page 3. On va passer à la page 3. Et on va lire à partir de les psychologues de l'école de Freud. Les psychologues de l'école de Freud, eux, surtout, ont montré que nos pensées et nos actions sont des substituts compensatoires de désirs que nous avons dû refouler. Je vais tout expliquer. Autrement dit, il nous arrive de désirer telle chose, non parce qu'elle est intrinsèquement précieuse ou utile, mais parce que, inconsciemment, nous y voyons un symbole d'autre chose dont nous n'osons pas nous avouer que nous le désirons. Un homme qui achète une voiture se dit probablement qu'il en a besoin pour se déplacer, alors qu'au fond de lui, il préférerait peut-être ne pas s'encombrer de cet objet, et sait qu'il vaut mieux marcher pour rester en bonne santé. Son envie tient vraisemblablement au fait que la voiture est un symbole du statut social, une preuve de la réussite en affaires. Que nous dit Bernays ici? Bernays nous dit la chose suivante: il ne faut pas confondre la volonté et le désir. Ça, c'est quand même un thème récurrent en philosophie depuis très longtemps. Il ne faut pas confondre la volonté et le désir. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas toujours ce que nous désirons et nous ne désirons pas toujours ce que nous voulons. Il y a une dissociation très claire entre le désir et la volonté. Alors que la volonté obéit à des critères rationnels comme l'intérêt, l'utilité, l'efficacité. Donc, alors que la volonté obéit à des critères rationnels, le désir est, et ça c'est un thème qui est classique, le désir est frappé d'irrationalité. Alors j'en dis quelques mots. Comment est-ce que ça se passe chez Freud? Freud pense que notre vie est en grande partie orientée par des pulsions, et chez Freud c'est en grande partie des pulsions d'origine sexuelle. Freud pense donc que notre vie est en grande partie orientée par des pulsions qui sont censurées par la société, que nous refoulons et qui vont donc s'exprimer autrement. Typiquement, c'est ce que Freud appelle la sublimation. Des frustrations d'ordre sexuel peuvent en fait se transformer, se sublimer en désir de pouvoir, par exemple, ou désir de reconnaissance sociale, ou désir de richesse. Et c'est très intéressant pour un publicitaire, parce que cela veut dire que on peut vendre à des tas de gens des choses qu'ils vont désirer sans en avoir besoin. Typiquement la voiture. Est-ce qu'on a vraiment besoin de gigantesques 4x4 aujourd'hui?
Alors bon, franchement, à moins de faire du trek entre, je ne sais pas moi, Ouarzazate et franchement, j'ai jamais eu, j'avais un père qui chassait, on n'avait jamais besoin de Jeep, si vous voulez. C'était des espèces de combis Volkswagen totalement déglingués et ça marchait très très bien. Pourquoi Pourquoi la Jeep? Pourquoi le 4x4? Pourquoi le SUV, hein, le Suburban Vehicle? Le SUV, voilà, c'est ces espèces de 4x4 noirs avec des phares gigantesques. Bah, parce que si j'ai pas la plus grosse bagnole du quartier, eh ben, c'est aussi bête que ça. C'est peut-être que j'ai des raisons de m'inquiéter sur d'autres plans, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Et si ma femme n'a pas une grosse bagnole qui peut se cracher absolument partout, elle aura l'impression de ne pas être en sécurité dans sa banlieue pavillonnaire, etc., etc., etc. Donc en fait, ah oui, ça sonnait. Ok, simplement ça. En fait, on finit par acheter des objets, non pas pour ce qu'ils sont, non pas pour leur utilité, mais pour ce qu'ils nous apportent symboliquement. On faisait très bien du café avant Nespresso, mais on va vouloir Nespresso because Georges Clooney. Okay. Une montre flic-flac, ça convient très très bien, mais on va vouloir telle montre parce qu'on l'a vu dans tel film, etc., etc. James Bond sert essentiellement à ça.